Voilà, nous reprenons cette vidéo en direct, dialogue vidéo en direct, en utilisant cette merveilleuse technologie qui nous est offerte pour pouvoir discuter ensemble, voilà, sans filet. Voilà, j'attends que vous reveniez parce qu'il y a un problème de connexion. J'ai enlevé la Wi-Fi, je suis sur 4G. Donc normalement, ça doit fonctionner sans problème. On va parler donc des valeurs, on va parler de Deep-Pro, ma dernière création avec Matt Caline, la société que j'ai créée. C'est une application qui sort dans 2 jours, donc le 25 mai 2016. La première application qui est un test de valeurs humaines qui va durer 20 minutes, 30 minutes et qui se fait, et c'est vraiment une nouveauté aussi, directement sur smartphone et sur tablette. On ne passe pas par l'ordinateur. Voilà, salut Anne-Marie, je vous vois apparaître. Voilà, donc directement ça se fera sur smartphone. Voilà, je parlais des valeurs humaines et j'expliquais que les cultures humaines nous proposent des valeurs, mais c'est pas pour ça qu'on les adopte forcément. Plus j'ai de culture, plus j'ai de choix pour adopter telle et telle valeur. C'est pas pour ça, bien sûr, que j'en fais des fils directeurs pour mes comportements et pour mes actes. Parce qu'au fond, c'est ça, hein, les valeurs. Les valeurs, c'est ce qui compte pour moi, véritablement. La définition paraît simple, paraît désuète, et en fait, elle est extrêmement profonde. Si vous voulez comprendre quelqu'un, vous avez plusieurs méthodes. Vous pouvez essayer de comprendre ses failles personnelles, sa psychologie profonde, ses rapports avec ses parents, les traumatismes de son enfance. C'est pas du tout le parti pris qu'on a suivi pour Deep-Pro. Deep-Pro, on n'est pas dans la psychanalyse, on est vraiment dans qu'est-ce qui compte pour toi et que tu peux comprendre et déclarer. Voilà, donc on a une série de valeurs vraiment conséquentes. Et puis on a des systèmes vraiment nouveaux dans la compréhension des valeurs. Et c'est là-dessus que je voulais un peu discuter avec vous, parler du système de Deep-Pro. C'est un test dans sa première version qui va être une version assez simple pour qu'on puisse vraiment le tester de façon empirique comme ça avec beaucoup de monde, beaucoup d'utilisateurs. Vous verrez, vous aurez envie non seulement de le faire pour vous-même, mais également de le donner à vos amis pour qu'ils le fassent pour vous-même. C'est-à-dire comme si c'était vous qui répondiez aux questions. Et ça vous permettra de voir comment vos amis vous perçoivent. Comment vos amis imaginent que vous avez telle et telle valeur. Donc c'est assez amusant parce que le test a une démultiplication d'utilisation. Je le teste pour moi, c'est comment je me perçois au niveau de mes valeurs. Mais si je demande à un collègue de le tester pour moi, c'est comment il me perçoit au niveau de mes valeurs. Et donc c'est un usage infini. Je tiens à préciser une chose importante, c'était important pour Matt Caline, ce test version 1 est totalement gratuit. Donc il suffit juste d'avoir de la mémoire sur votre smartphone pour le télécharger, le diffuser, l'utiliser comme bon vous semble. Aurore, tu nous écris « Nos valeurs changent en grandissant, il me semble, ou s'affinent et se révèlent avec l'expérience. » Eh bien oui, Aurore, tu as raison. En fait, la vraie évolution d'une existence, c'est le foisonnement des valeurs que l'on adopte à certains moments, que l'on délaisse à certains moments, que l'on fait progresser à certains moments. Il se peut par exemple qu'à certains moments de ma vie, je sois par exemple, je suive une valeur qui est la survie. Je suis en mode survie, la vie est difficile, mais elle me blesse, elle m'atteint profondément, j'ai l'impression que je vais mourir, j'ai l'impression que je n'aurai pas l'énergie pour continuer mes combats, pour lutter, pour me lever le matin avec un peu d'enthousiasme, et j'ai l'impression que tous les autres autour de moi m'agressent, me font du mal, veulent intenter à ma vie ou en tout cas à mon bonheur. Ça, c'est une valeur, ça s'appelle la survie dans notre test. On pourrait très bien dire la prédation, l'agressivité, la sauvagerie, la férocité, l'urgence. Vous voyez, il y a plusieurs mots pour définir quelque chose qui finalement ne peut pas être résumé par un seul mot. C'est une des premières nouveautés de ce test sur les valeurs. C'est justement qu'on n'enferme pas les valeurs dans des mots comme c'est aujourd'hui, hélas, la mode, notamment dans le monde de l'entreprise, où des communicants qui communiquent sur les valeurs proposent des mots. Voilà. Et après, il y a plein de théories sur le mot. On vous propose excellence, ambition, etc. Et voilà, ce sont des mots très creux qui ne veulent pas dire grand-chose ou qui ont autant de signification qu'il y a d'être humain dans l'entreprise. Donc nous, on n'est pas parti sur ce principe-là, on est parti sur des entités des valeurs, ce qu'on appelle des méta-valeurs,
On a déterminé 48 méta-valeurs. Et ce qu'est une méta-valeur, c'est certainement pas un mot, mais un foisonnement de mots. Si vous voulez, un nuage de tags, un champ lexical, c'est ouvert. Par exemple, sur la valeur survie, que l'on code par le chiffre 5, sur nos 48 valeurs, elle a le numéro 5, parce que du coup, s'il n'y a pas de mots, il faut bien qu'on les nomme, donc on a utilisé les chiffres. Et bien, cette méta-valeur 5, si vous l'avez, vous pouvez très bien dire que vous êtes dans la prédation, l'agressivité, la survie, la férocité, l'urgence, la sauvagerie. Tout ça, c'est la méta-valeur numéro 5 dans le test Deep Pro. Hugues, qu'est-ce qu'une valeur? Est-ce que c'est une idée ou plutôt une émotion? C'est justement ce qui est passionnant, Hugues, et ta question est très bonne, je vais prendre celle de Claire juste après. C'est justement ce qui est passionnant avec les valeurs. Les valeurs, c'est à la fois ce qui compte pour moi, c'est-à-dire ce pourquoi je vais transpirer. Transpirer au sens réel, parce que ça me demande de l'énergie d'être en mode survie. Il faut me lever tôt le matin, il faut faire des exercices, il faut durcir ma carapace émotionnelle, il faut être dans l'adversité, dans le combat, voilà. Donc c'est fatigant. Mais comme c'est important pour moi, j'y consacre de l'énergie, ce que j'appelais de façon triviale transpirer, mouiller sa chemise. Les valeurs, ça fait mouiller le maillot. Voilà. Alors, parfois, les valeurs sont tellement sacralisées, fétichisées, qu'on est prêt à mourir pour elles. Et depuis pas mal d'années, on voit des êtres humains qui se sacrifient jusqu'au drame de certains attentats parisiens. Les valeurs, quand vous vous trompez de valeur et que vous y consacrez plus que votre sueur, votre allant, votre désir, mais votre vie entière, les valeurs ont un impact décisif dans les choix que nous faisons dans nos existences. Donc les valeurs sont au carrefour de l'émotion, et sont au carrefour des idées, sont au carrefour de ma dignité, parce que pour moi, suivre une valeur, c'est être digne à mes yeux et aux yeux de mes pairs ou aux yeux d'une société. Les valeurs, c'est ce qui fait que je vais me trouver digne lorsque je les suis et que j'y consacre de l'énergie. Donc les valeurs sont à la fois ça, je dois les réaliser, je dois les suivre, j'y consacre de l'énergie, et le paradoxe des valeurs, c'est que les valeurs me donnent de l'énergie. Les valeurs, c'est aussi mon moteur. Les valeurs, c'est ce qui fait que je vais trouver en moi la possibilité de me dépasser, la possibilité de réaliser au-delà de mes petites satisfactions égoïstes. Et vous comprenez, c'est tout le paradoxe très très peu analysé des valeurs, et vous allez voir le corpus que j'ai utilisé pour faire Deep Pro, c'est un corpus énorme, philosophique, c'est presque une thèse entière philosophique que j'ai réalisée sous forme d'application et de système philosophique, mais vraiment, ce système a été non seulement peaufiné intellectuellement, en prenant l'apport de beaucoup d'intellectuels et de livres. Il y a une liste qui se balade quelque part sur la page Facebook Deep Pro, vous pouvez aller voir. Mais surtout, ce test a été créé sur le terrain. On a fait beaucoup d'expérimentations avec Matt Callahan. Vous avez peut-être entendu parler du Valorium. Vous avez peut-être entendu parler de ce que l'on fait. On l'a fait pour des jeunes déscolarisés. Voilà, on est très présent depuis 3-4 ans. Enfin, Matt Callahan existe depuis 2 ans. Mais on a testé ça avant sous forme de jeu sur le terrain. Et c'est ça qui m'intéresse moi-même. Vous savez très bien que j'interviens dans plusieurs organisations et dans plusieurs structures où les valeurs ont une traduction réelle en termes d'action, de comportement, de conflit parfois, de conflit parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Je me souviens d'une conférence que j'ai faite avec Fatih Triki, mon maître tunisien, professeur à l'université de Tunis, où j'étais le seul Français invité. Il n'y avait que des Arabes qui venaient d'Algérie, qui venaient de Tunisie, voire même, je crois, du Liban. Et on était à une table et on essayait de réfléchir sur vivre ensemble, quelles valeurs pour vivre ensemble Occident-Orient. J'ai eu cet honneur d'être invité, c'était à Hammamet, ce colloque. C'était passionnant parce qu'il y avait un dialogue justement transculturel qui était là, et on arrivait par la philosophie à trouver des valeurs communes au-delà évidemment des différences culturelles. Claire, je prends comme promis ta question. Le fait de le faire par quelqu'un d'autre peut nous donner, faire Deep Pro par quelqu'un d'autre peut nous donner d'autres informations sur nous-mêmes, bien sûr, car les autres nous perçoivent différemment, ça peut nous surprendre, cette application. Oui, c'est ça qui est vraiment absolument magique. Je suis sûr que vous allez avoir beaucoup de plaisir à la faire, et on pourra même faire des balbutiements pour faire des débriefings. C'est évidemment que c'est infini, parce que vous pouvez tester évidemment l'application non seulement pour vous-même, mais pour tous ceux que vous connaissez, en imaginant, et puis vous pouvez après comparer, discuter, voir. Le but de l'application n'est pas tellement d'avoir une révélation de type miraculeuse. Le but de l'application est d'avoir une base objective de discussion.
Parce que sinon, on n'a pas de base objective. Comment je peux réfléchir sur moi-même? Je vais forcément demander à des amis, mais les amis, ils ne sont pas neutres. Les amis ont du vécu avec moi. Les amis me voient d'un certain point de vue. Ils n'ont pas accès à tous les aspects de ma personnalité. Et donc, c'est compliqué d'avoir le point de vue d'un ami. Donc, je devrais finalement questionner tous mes amis. C'est très compliqué. Il n'y a pas de base objective qui permette de dire, voilà, on me dit que c'est ça, maintenant on va pouvoir discuter. Voilà ce que propose DeepPro, un système de valeurs cohérent, objectif et rationnel qui, à travers un test avec des algorithmes très complexes, on ne va pas du tout entrer dans la question des algorithmes, mais permet d'avoir une réponse objective aux interrogations qu'on se pose sur les valeurs. Alors je vais plus bas. Thésaurus de valeurs, oui. Ah oui, Thierry, bien sûr, j'ai lu ton livre sur les valeurs qui fait partie du corpus dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, ça va t'intéresser, Thierry. Je vais te dire d'ailleurs les nouveautés, puisque tu es un spécialiste des valeurs, notamment dans le monde de l'entreprise. Il y a plusieurs nouveautés. La première nouveauté, c'est celle que je mentionnais. Oui, invitez-moi en Tunisie, j'aime bien Ghezal, Wafa. La première nouveauté, c'est qu'on n'a pas affaire à des mots. C'est cette tentative d'avoir affaire à des méta-valeurs et non pas des valeurs. Au bout du compte, lorsque je prenais l'exemple de la survie, en disant ça peut être la prédation, ça peut être l'agressivité, la férocité, l'animalité, etc., on a affaire à un nuage de tags qui correspond à la méta-valeur numéro 5. Donc on numérote nos méta-valeurs, il y en a 48. La deuxième nouveauté qui peut t'intéresser, qui peut vous intéresser, c'est qu'il y a autant de valeurs de l'onde de choc, c'est-à-dire de la révolte et de la détresse, que de valeurs de l'onde de charme, c'est-à-dire de la création et de l'allégresse. On n'est pas dans cette idée qui est à l'origine du mot même valeur, qui veut dire vertu, force, vaillance. Là, pas du tout. On n'est pas que dans des mots qu'on pourrait qualifier de positifs, et je mets vraiment des guillemets sur positif. Thierry, je sais que par exemple que l'autorité pour toi peut être une valeur tout à fait digne et ne doit pas être confondue avec l'autoritarisme. On a eu une belle discussion là-dessus. Et bien là, on a vraiment divisé les valeurs en deux catégories. En fait, en plus de catégories que ça, mais il y a deux grandes catégories. Il y a des valeurs qui véritablement nous épuisent. Elles ne sont pas moteurs. Alors, elles sont moteurs de nos comportements et de nos actions. Elles nous poussent à agir. Émotion qui nous pousse à agir, dignité que l'on veut construire. Et donc, on agit en fonction d'une dignité future. En étant conforme à mes valeurs, j'accède à la dignité. Donc, ça me pousse à agir, mais ça m'épuise physiquement. Ça, ces valeurs, c'est ce qu'on appelle des valeurs d'onde de choc, et il y en a 24 méta-valeurs d'onde de choc. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple de la survie que je mettais avec la prédation et la férocité. C'est pas la survie cool, tranquille, paisible et ressourçante. C'est la survie du guerrier qui doit sortir ses griffes et aller au combat. Vous voyez, une valeur comme cette valeur 5 de survie, cette méta-valeur, comprend des choses qui sont normalement, je dirais, tabous. Parce que dans les valeurs d'onde de choc, en général, elles sont tabous. On n'aime que les valeurs d'onde de charme. On aime parler d'excellence, d'amitié, de fraternité, de liberté. Voilà. On aime être dans des valeurs d'onde de charme, et il y en a 24 valeurs. Par exemple, je prends la valeur -6, c'est la valeur de l'humour. Mais encore une fois, n'enfermons pas cette entité, cette méta-valeur, cette entité de sens dans un seul mot, humour. Ce serait réducteur, il y a tout un nuage de tags. C'est l'humour, -6, c'est la fantaisie, c'est l'autodérision, c'est la distanciation, c'est la ruse, c'est la comédie. Ouais, tout ça, c'est du -6. Vous comprenez un peu que le nuage de tags, sans donner une définition extrêmement précise, celle qu'on trouverait dans un dictionnaire, le nuage de tags lié aux métavaleurs me permet de sentir, d'avoir comme une intuition de la valeur, sans en avoir une définition absolument rigide. Et ça, c'est très important, ça permet à toutes les cultures de pouvoir comprendre ce système. Parce que si je dis l'humour, et je donne une définition de l'humour, j'ai un point de vue culturel sur l'humour. L'humour du théâtre No, l'humour africain, l'humour afghan, à mon avis, n'est pas pareil que l'humour juif new-yorkais ou l'humour juif même du ghetto de Varsovie ou l'humour arabe. Et donc, le fait d'avoir un nuage de tags permet à toutes les cultures de pouvoir, peut-être par un mot qui résonnera plus que les autres mots dans ce nuage de tags, accès à la métavaleur. Quelqu'un pourrait dire « fantaisie, je vois pas trop, comédie, c'est pas dans mon... » Mais par contre, ruse et distanciation, je comprends. Prendre du recul et pouvoir, du coup, ruser un peu,
Autodérision, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est aussi une grande nouveauté. Des valeurs d'onde de charme, des valeurs d'onde de choc. On sait très bien où on se situe. Et évidemment, ce qui va être étonnant pour vous, quand vous allez tester Deep Pro dans quelques jours, c'est que vous allez avoir vos valeurs d'onde de choc. Parce que vos valeurs d'onde de charme, j'imagine, peut-être que vous allez être surpris aussi à ce niveau-là. Tiens, oh super, ça va peut-être vous flatter votre ego que de voir que vous avez par exemple la valeur, je sais pas, du réconfort, du dévouement ou la valeur de l'amour, de l'enivrement. Vous pouvez avoir la valeur du lâcher prise, de la confiance. Voilà, donc les valeurs d'onde de charme, on les prend en général en disant chouette, c'est super, oui c'est moi, et ça permet d'avoir une belle vision de soi-même. En revanche, lorsqu'on découvre, et elles sont de deux couleurs différentes dans le tableau récapitulatif, je vous en parlerai tout à l'heure, il y a un tableau qui récapitule le test, c'est la version 1 du test, il est amené à avoir une vie, et notamment les prochaines vies des prochaines versions, ce sera en interaction avec vous, en discussion, en dialogue, en co-création. Lorsque vous prenez de l'onde de choc et que c'est une couleur un peu violacée, contrairement à la couleur jaune de l'onde de charme, jaune-verte, lorsque vous voyez tout de suite vos valeurs d'onde de choc, c'est intéressant. C'est en général des choses taboues, des choses qu'on n'a pas envie de dire aux autres parce qu'on a honte. En fait, on a honte des valeurs d'onde de choc. Et pourtant, tout le monde en a des valeurs d'onde de choc. Je vous en citer quelques-unes. La métavaleur, par exemple, du conformisme, la métavaleur -15. Conformisme, suivisme, clan, groupe, communautarisme, tribu. Il y en a plein qui ont ces valeurs-là. C'est d'onde de choc parce qu'on exclut les autres et ça demande une énergie colossale d'être dans l'entre-soi, d'exclure les autres en fonction de critères de reconnaissance. Mais pourtant, c'est une valeur pour pas mal d'entre nous. Et donc, tout d'un coup, on comprend à la fois qu'on a cette valeur, ce qui est une découverte, mais également que cette valeur est colorée d'onde de choc, parce qu'on ne peut pas véritablement restaurer son énergie à exclure le monde pour n'être que dans l'entre-soi. Vous voyez? Donc, comprenez bien une chose, c'est que les valeurs ne sont pas négatives ou positives. L'onde de choc n'est pas négative. Ce que je viens de vous dire, que conformisme, suivisme, ça semble un peu négatif, mais il y a aussi clan. Il y a aussi groupe, il y a aussi tribu, et ça peut être aussi positif en fonction de ce que je vis et en fonction des impératifs, des situations qui traversent mon existence. Donc, il ne faudrait pas avoir une vision binaire, manichéenne entre le choc et le charme. C'est simplement, le choc propage une certaine forme de violence, de détresse, mais de révolte aussi et de colère, et le charme propage une certaine forme de bonheur, de liberté, de créativité, d'allégresse, voilà, tout simplement. Alors, j'espère que ça ne se bloque pas. Non, je vous vois arriver. Béatrice, autre manière de regarder nos ombres. Oui, tout à fait. Tout à fait. On invite une autre. Ça moins fort que hier. Le son est moins fort qu'hier. J'en suis navré. Normalement, ça fonctionne. J'espère que vous entendez bien. Sur Deep Pro, demande Emmanuel, les valeurs sont les nôtres, où il y a aussi une part de hasard comme dans le jeu du Phénix. Non, non, sur Deep Pro, les valeurs en tout cas sont calculées en fonction des réponses. Grosso modo, et je peux vous raconter un peu comment vous allez vivre ce test, hein, ça dure 20 minutes sur smartphone. Hein. Vous aurez des grandes questions sur votre bonheur, sur votre défi, sur vos obligations. Voilà, 6 grandes questions, on appelle ça des axes en interne. Et à chaque fois, vous aurez une liste de 5 mots et vous devrez cocher les mots qui correspondent à cette grande question pour vous ou pour votre ami si vous le testez pour votre ami. Donc c'est assez intuitif. On n'a pas affaire à des questions casse-tête. On n'a pas affaire à des questions « voici cette situation, que faites-vous, petit a, petit b, petit c ». Donc c'est assez intuitif, mais le résultat est objectif, il n'y a pas du tout de hasard. Et c'était tout, d'ailleurs, le casse-tête de créer ce test avec Matt Callahan. Et Hazang, qui dirige Matt Callahan, m'a vraiment beaucoup aidé. On était en dialogue constant, c'était vertigineux. On a frisé pas mal de burn-out à réfléchir comme des fous. Et en tout cas, voilà. Et puis il y a eu une réflexion très ample là-dessus. Et encore une fois, en pratique avec le terrain. J'insiste, hein, ce n'est pas quelque chose d'abstrait qui vient juste du monde intellectuel. Ça a été confronté au terrain. On a eu des bêta-tests, on a fait des ateliers, on a testé, on a eu plein de feedback. On est dans l'agilité, ce qu'on appelle l'agilité en informatique, puisqu'avec Matt Callahan, je me dirige maintenant vraiment sur la création d'applications. Je veux vraiment trouver une troisième voie à la philosophie. Maintenant, c'est très clair. Je veux que par les applications, l'exercice philosophique puisse être donné à tous. C'est vraiment mon combat maintenant avec Matt Callahan. On est sur la même longueur d'onde avec Ha, qui dirige Matt Callahan depuis Hanoï.
Donc on est déjà dans l'interculturel de par sa structure même, et dans les technologies, puisque ça ne marche que par Skype. Évidemment, diriger une boîte lorsqu'on n'est pas à Paris et que mes autres collaborateurs, collaboratrices, Sophie, Twi, collaborateurs avec Guillaume qui a rejoint l'équipe récemment, voilà, on est en France et tout ça, ça passe par les technologies. Le but est de développer des applications qui rendent les gens philosophes. On n'est pas du tout dans de la vulgarisation philosophique où on va donner un peu de Kant et de Nietzsche à tout le monde. On est dans des outils qui amènent la philosophie sur des terrains nouveaux, des terrains 2.0. Mathilde, bonjour Vincent, je trouve ça super que tu fasses autant de choses avec nous. Avec toi, nous avons l'impression d'exister et d'être utiles. C'est trop gentil. C'est vraiment super. Merci beaucoup. Merci Mathilde, ça me touche. Travail collectif possible. Évidemment, Béatrice, le travail collectif va être renouvelé. Non seulement parce que, et ça c'est peut-être le plus fondamental, je reviens à ta question, mais ça va aller vite, donc je lis d'autres questions et je vais synthétiser. C'est bon, le son, on entend bien, d'accord, parfait. Passionnant, merci. Je pense à mes accompagnements collectifs, dit Béatrice, et l'interroge comment élaborer un regard sur l'égrégore, comment jouer avec ça. Si tu entends par égrégore l'idée que plusieurs puissances individuelles s'associent, se conjuguent pour créer une superpuissance collective qui dépasse l'addition simple des puissances individuelles, un peu comme le tout peut être supérieur à l'addition des parties, si c'est ça, si c'est une vision non mystique de l'égrégore, qui est quand même un truc très mystique à la base, effectivement, c'est une véritable question pour moi, comment la puissance collective est supérieure à l'addition des puissances individuelles. Mais on est au cœur de ma problématique, et notamment du prochain livre que j'écris, et la notion de valeur est fondamentale, mais je vais synthétiser toutes vos remarques. Belle idée pour rendre accessible la philosophie, on en fait trop peu. Bah oui, Emmanuel, je pense que vraiment, il faut prendre ce terrain, c'est le pari que je me suis donné, trouver une troisième voie à la philosophie, autre que des conférences et des livres. Bien sûr, ça n'empêchera pas les conférences qui me font vivre, et les livres qui me font connaître, mais les applications, à mon avis, sont incontournables. Je pense, je vais faire une comparaison qui va vous faire bondir, mais je pense que Socrate ou Descartes auraient adoré travailler avec des applications s'ils avaient pu en avoir technologiquement dans leurs univers. Je pense que Nietzsche n'aurait pas boudé l'idée de s'intéresser à ça et de discuter là-dessus. Voilà, nous avons là une révolution, une mutation anthropologique dont on va parler d'ailleurs au forum Changer d'air, c'est à Paris à la Cité des Sciences le 2 juin, je vous invite vraiment. Venez le 2 juin, Cité des Sciences. C'est un forum qui réfléchit à toutes les conséquences anthropologiques en termes de co-créativité, en termes de collaboration, en termes de créativité dans notre société, dans notre civilisation du numérique qui émerge. Et donc, il y a beaucoup d'intellectuels et de start-up et de gens qui font et qui s'intéressent et qui partagent ça pendant une journée au public. Comment rendre accessibles toutes ces innovations, comment les donner au grand public, des innovations bien sûr technologiques, mais également comportementales, en termes de management, en termes de psychologie, voire même de spiritualité. J'aurai l'honneur d'être le fil rouge de cette journée Forum Changer d'air, qui a été créée par mon amie Véronique Angère de Fribourg, et donc c'est Cité des Sciences le 2 juin, vous pouvez venir, c'est ouvert au public, et il y aura des débats, il y aura des ateliers, et je ferai donc un atelier sur DeepPro. Ce sera la première fois qu'on montrera DeepPro au grand public. Il y a 80 places. Si vous êtes à Paris le 2 juin, vous devez venir. Vous allez être un peu au courant. Et je présenterai DeepPro pendant un atelier que j'espère très inspirant pour tout le monde. Belle idée de rendre accessible. Ah, Vincent, alors c'est très profond, mais bref. Alors qu'est-ce que tu dis, Jacques? Vincent, j'ai écouté ton balbutiement sur le cinéma. Deleuze ne méritait pas ça. C'est très profond, mais bref. D'accord. Idée géniale, les puissances collectives se multiplient, oui, tout à fait. Aurore, je reviens à vos questions, je n'ai pas oublié vos questions, je lis juste pour suivre un peu. Je travaille avec des ados et ça me semble vraiment intéressant aussi comme base d'un travail avec eux. Alors là, oui, tout à fait. Avoir conscience de nos valeurs pourrait permettre de se sentir moins perdu avec tout ce qui s'agite à l'intérieur. Bref, je réfléchis à voix haute. Ben réfléchis, Aurore, surtout ne t'arrête pas, continue de réfléchir avec nous. Ouais, le 2 juin, vous notez. Ce qui me plaît, je vais synthétiser, hein. Catherine, ce qui me plaît dans cette appli, comme je la comprends, c'est de toujours mieux se comprendre, s'accepter et aimer, et donc mieux comprendre et vivre ensemble avec l'autre. C'est exactement le but de l'application. Et comme la base est objective, il y a quand même l'idée qu'on n'a pas affaire à quelque chose d'irrationnel, mais au contraire quelque chose qui a pu être bien évalué.
Pour les adolescents et même les enfants, c'est idéal. Parce que les mots qu'on a choisis sont des mots qui peuvent être compris par des enfants de 12 ans, sans problème. Peut-être qu'il y a quelques petits mots, suivisme, conformisme, voilà, qu'il faudra leur expliquer, mais grosso modo, un adolescent de 12-14 ans peut vraiment faire le test, et il ne s'agit pas de faire blabla, hein, il s'agit d'avoir son smartphone, donc rien que le support se prête à un usage parmi les plus jeunes, n'importe quel jeune pourra avoir cette application sur son smartphone, qui est gratuite, hein, j'insiste là-dessus, et donc il fait le test en disant, bah moi, par rapport à ce mot, que le mot bonheur, voilà les mots qui correspondent à ce que je pense être moi-même. Voilà, donc vraiment c'est faisable pour les jeunes. Et la grande idée, il y a une grande idée philosophique derrière, et je dirais même une idée politique de changement du monde, hein, derrière tout ça. La grande idée, c'est que aujourd'hui, dans les entreprises, on dépense une énergie, un temps et une somme d'argent colossale à vouloir transformer les valeurs de nos collaborateurs. Aujourd'hui, dans les structures, que ça soit le Collège de France, que ça soit une classe, que ça soit une entreprise, que ça soit une équipe de soins, infirmiers, médecins, etc. N'importe quelle équipe, n'importe quel tout collectif qui doit travailler ensemble et produire de l'efficacité en commun, à chaque fois, on essaye d'adopter des comportements qui viennent de l'extérieur. On dit, ah là là, mon Dieu, les valeurs de notre boîte, c'est ambition, excellence, transparence, etc. On doit essayer de s'y conformer. Et les boîtes, les structures, les entreprises dépensent un fric colossal en communication, en formation, pour essayer de transformer les valeurs des collaborateurs, les valeurs des collègues, etc. Premièrement, c'est totalement vain. Je crois vraiment que passé 30 ans, on ne peut pas transformer les valeurs de quelqu'un par de la formation ou du coaching. Je n'ai rien contre un certain coaching quand l'individu est demandeur, quand vraiment j'ai un problème, un trouble, un dysfonctionnement, une névrose, et que grâce à la psychanalyse, grâce à un travail sur moi quel qu'il soit par des gens compétents, j'arrive à m'en sortir. Mais là, c'est parce qu'il y a une demande liée à mon état d'urgence intime. Alors évidemment, si l'individu veut changer, il y a beaucoup plus de chances qu'il parvienne à changer au bout du compte. Mais une équipe, il y en a plein qui sont contents d'être ce qu'ils sont et qui ont mis 30 ans pour avoir certaines valeurs. C'est pas juste en disant maintenant on a décrété que les valeurs de la boîte ça allait être ça, que tout le monde va s'aligner sur ces valeurs. Et donc on dépense de l'argent, du temps et de la sueur à vouloir transformer des gens de plus de 30 ans qu'on ne pourra de toute façon pas transformer. Et en plus, de quoi se mêle la structure? C'est quand même hyper intime les valeurs. Dire maintenant, désolé dans ta tête, je veux plus que tu aies cette valeur-là et là, mais je veux que tu aies cette valeur-là et là, c'est une intrusion que l'entreprise ne doit pas se permettre. Et toutes les entreprises se permettent quelque chose qui est de l'ordre de l'intimité, de la construction de la personnalité. Avec Dipro, c'est exactement l'opposé qu'on essaye de faire. Avec Dipro, on ne fait pas un test de valeur pour transformer ses valeurs, on fait un test de valeur pour assumer ses valeurs et dire au reste du monde, eh bien oui, le conformisme pour moi est une valeur. Quand les gens font quelque chose, j'ai envie d'en être et j'ai envie de me conformer aux règles. Oui, c'est une valeur même si elle est d'onde de choc. Eh bien oui, pour moi, la valeur 16, la métavaleur 16, la conciliation, c'est important pour moi. Et si vous avez besoin de conciliation dans vos pratiques, appelez-moi, parce que j'ai fait Dipro, j'ai vu que conciliation c'était ma valeur, et en plus je l'ai validé en discutant avec mes collègues. Et donc, c'est une façon de faire avec, et non pas contre. Faire avec les autres. Et non pas contre les autres en disant « transforme-toi, t'es trop chiant avec moi, excusez-moi le mot, t'es trop pénible, t'es trop en conflit, oh mon Dieu, non !» Je comprends que pour toi, l'adversité est une métavaleur, et donc tu es quelqu'un qui est dans l'adversité, qui assume ça. Je vais faire avec. Et toi-même, tu vas faire avec. Et donc ça prévient les conflits, qui sont toujours des conflits de justification des pratiques. Nous passons le plus clair de notre temps à nous justifier sur ce que nous faisons. Presque 50% des mots qui sortent de notre bouche, c'est pour dire à l'autre qu'il n'aurait pas dû agir comme il a agi, et pour dire pourquoi on a agi comme on a agi. 50% des mots au travail, c'est de l'auto-justification, de la justification des comportements. Quelle énergie perdue, tout ça pour essayer d'influencer les autres, de les manipuler. Avec Dipro, on arrête ce petit jeu. Avec Dipro, on dit, j'ai fait le test, mes valeurs c'est ça. Oui, effectivement, dans mon test, le contrôle est une valeur pour moi. Je veux contrôler les choses. Alors, au lieu de dire, le lâcher-prise est notre valeur, le Club Med, par exemple, vante le lâcher-prise. Bon, voilà. Mais peut-être que moi, ma valeur, c'est le contrôle, c'est pas le lâcher-prise. Est-ce que vous croyez vraiment que le Club Med, à coup de formation, de coaching et de manipulation et de discours, etc., va réussir à me mettre la valeur lâcher-prise dans la tête et dans le corps et dans mes comportements?
Alors que ma valeur fondamentale, c'est le contrôle. Non, ils n'y arriveront pas. Ou alors ils me briseront. Et là, c'est dangereux pour mon intégrité psychique. Et ça fait des burn-out, ça. Donc, au contraire, j'assume le fait que, par exemple, pour moi, oui, Dipro a raison, le contrôle est une valeur fondamentale pour mon existence. Et du coup, je l'annonce aux autres. Et donc les autres, quand ils me voient en situation de contrôle, un peu stressé quand les choses m'échappent, dès qu'il s'agit d'improviser, je suis tendu. Mais ils savent que j'ai le contrôle comme valeur fondamentale de mon équation intime. Du coup, ça va beaucoup mieux. Parce qu'ils savent, c'est Vincent, et Vincent c'est faux, hein, c'est un exemple faux, j'espère pas avoir le contrôle parce que je me sens pas du tout dans ce truc-là. Mais et je ferai pas des balbutiements avec vous, où le contrôle vraiment est plutôt dans le lâcher-prise. Mais il n'empêche que si j'ai le contrôle comme valeur et que je l'assume, ça prévient énormément de conflits et on arrête de vouloir me transformer, mais on m'utilise au bon endroit, au bon moment. Et moi-même, je me rends utile au bon endroit, au bon moment. Vous comprenez que le but de Dipro, c'est la révolution du faire avec les collègues et non pas les transformer, se transformer. Tout le monde doit se transformer. Vous parlez beaucoup et c'est un plaisir, donc je vais lire et remonter un peu en arrière dans vos commentaires. Alors, je prends Emmanuel. Emmanuel, on aurait tort de ne pas profiter en philo de notre révolution numérique actuelle. Tu as bien raison. Je trouve cela excellent de dépoussiérer, voilà, c'est le mot, le dépoussiérage, de les faire circuler largement les idées. Tu as tout à fait raison. Il faut dépoussiérer les pratiques et je pense que ça va faire vieillir cette application. Pas mal de gros traités poussiéreux que j'ai d'ailleurs compulsés. Je me suis vraiment fatigué à lire des pavés vraiment fatigants sur les valeurs. Bon, c'est incontournable, il fallait, ça m'a inspiré certainement. Mais là, tout d'un coup, c'est une application, c'est pratique et ça, tout de suite, ça impacte sur ma vision du monde et ma réflexion sur moi. Et je vous rappelle que le gnotis éoton, hein, le connais-toi toi-même grec, c'est vraiment le fondement de la philosophie, en tout cas en Occident. Hugues, un individu peut-il n'avoir aucune valeur ou bien agit-il sans les connaître et choisit-on nos valeurs? C'est des bonnes questions. Alors non, on a forcément des valeurs, on a forcément des choses qui comptent pour nous dans nos comportements. Mais par contre, on peut les acquérir de façon très originale parfois. Les valeurs, c'est pas forcément papa qui répète il faut faire comme ci ou comme ça, ou maman qui me donne une éducation stricte ou une éducation plutôt relâchée. Les valeurs, Camus d'ailleurs, Albert Camus expliquait que pour lui, les grandes écoles de morale, là où la morale comptait, ben, c'était pour lui ce qu'il appelait mes deux grandes universités, hein, c'était le football, jouer au foot. Camus voulait être gardien de but et à 17 ans, il a été frappé par la tuberculose. Mais Camus montre que le football pratiqué, on ne parle pas du sport spectacle avec dopage et scandale financier, on parle du sport simplement. Le football, c'est comme la société, il y a les mêmes conflits, le même respect à avoir, mais même les mêmes possibilités de transgression. Et le jeu au théâtre, les scènes de théâtre. Pour lui, le football et les scènes de théâtre étaient ces deux grandes écoles de morale. Et vous comprenez que là, il a fait son bagage de valeurs, alors qu'il n'a peut-être pas appris ça dans les livres ou dans la religion. Et donc, et c'est pareil pour tout le monde. Nous faisons un bagage pour trouver une conduite dans la vie. Nous avons besoin d'avoir des boussoles pour nous conduire, bien ou mal. Et c'est ce qui nous distingue des animaux. Fondamentalement, l'animal n'a pas de valeur. J'insiste là-dessus. Je sais que ça fait pleurer ceux qui sont disneylandisés dans leur tête ou ceux qui sont antispécistes doctrinaires. Ils ne le sont pas tous. Mais fondamentalement, le propre de l'homme, c'est la capacité de se donner des valeurs, indépendamment de sa survie biologique. C'est ça qui est très important. Bien sûr, je dois d'abord manger, je dois d'abord boire, etc. Mais au-delà de ça, une fois que j'ai acquis la paix du corps, je dois orienter ma vie pour lui donner du sens. Et donc, je vais me doter de valeurs pour engager mon ambition, pour engager mes désirs, pour engager la construction de mon réseau, de mes amis, pour faire famille, pour faire société et pour faire sens en général. Donc Hugues, pour répondre à ta question, on a forcément des valeurs parce que sinon c'est le désarroi profond. Il n'y a pas pire que le nihiliste qui dit rien ne vaut. En général, il se suicide. Hein, je pense que ce vide, ce gouffre qui fait qu'on n'arrive même plus à créer des valeurs fait partie du drame contemporain. Cette solitude extrême, cet essolement. On a l'impression d'être seul au monde et ne plus pouvoir s'accorder du sens, donner du sens à nos vies. Donner du sens à nos actions, donner du sens au fait de travailler, c'est une crise extrême, douloureuse, psychotique.
Voilà, donc nous avons besoin de valeurs et nous nous accrochons à la vie par ces valeurs, contrairement aux animaux. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que l'on peut d'ailleurs donner des valeurs ou non aux animaux. Et là, ça nous envoie sur un autre débat. Et on agit beaucoup sans connaître nos valeurs. En fait, on les connaît parce qu'elles nous crèvent les yeux, mais on ne veut pas les reconnaître. Donc c'est pas tellement l'inconscient, je ne crois pas du tout à l'hypothèse d'un inconscient, je pense qu'on est tout à fait conscient de notre inconscient, mais par contre on en a honte. Je suis plus sartrien là-dessus, c'est plus la mauvaise foi, hein, c'est plus la honte. Si ma valeur, par exemple, je vous prends des métavaleurs de Deep Pro, si ma valeur c'est l'extravagance et la superficialité, hein, si vraiment pour moi c'est important d'être superficiel, d'être dans le délire, dans l'irréalisme, dans le mirage, dans l'illusion, hein, tout ça c'est la métavaleur numéro -19. La métavaleur -19 c'est cette illusion. Eh bien, comme dans la vie on me dit d'être réaliste, d'être pragmatique, comme dans la vie on me dit de viser des objectifs rationnels, je ne vais pas l'avouer, je ne vais pas me l'avouer. J'agis comme ça, je suis la personne superficielle, extravagante et complètement dans ses rêves, mais pourtant je ne peux pas dire que ça compte pour moi parce qu'on m'a interdit de le dire. Deep Pro est là aussi pour libérer cette parole et pouvoir assumer les parties les plus sombres de nous-mêmes, les plus compliquées, les plus désobéissantes par rapport à un système donné, par rapport à un catéchisme ambiant. Eh bien non, moi je peux voir que je suis rebelle et indiscipliné par rapport à cette doxa ambiante et donc je vais pouvoir assumer des valeurs comme la superficialité. Hein. Je pense que ça ferait du bien à Beyoncé, par exemple, de voir qu'en fait la valeur -19 pour elle est très importante, et quand elle se revendique féministe, hein, Beyoncé qui se dit féministe, il y a eu un papier récemment, et elle se déclare féministe, tout en chantant en string et en affichant des poses totalement stéréotypées pour devenir un objet sexuel pour le machisme et le sexisme, donc c'est une sorte de féminisme sexiste. Si on veut analyser la valeur qu'il y a derrière, j'ai l'impression que c'est la métavaleur -19, la superficialité assumée. Et c'est très bien. Mais pourquoi vouloir se dire profonde et féministe alors qu'en fait il s'agit juste de jouer sur des codes, d'être superficiel et de montrer comment notre plastique correspond à l'attente pornographique du public. Vous voyez, donc souvent on n'ose pas, on préfère cacher notamment les valeurs d'onde de choc. Et encore une fois, ce qui est fascinant chez Deep Pro, c'est que les valeurs d'onde de choc sautent aux yeux, en couleur, hein, même elles sont, je vous ai dit, violettes. Donc tout d'un coup vous les avez. Alors ça peut choquer. C'est un test qui peut déranger. Hein. Ah, zut, superficialité, ça fait partie de mes valeurs. En général, le réflexe, pour des gens qui sont un peu engoncés dans le conformisme et dans la bienséance, le réflexe c'est de dire mais non, mais pas du tout, le test est totalement faux, je ne suis pas du tout superficiel, ça ne peut pas être ma valeur, je suis profond. Mais ce qui est amusant de le faire en groupe, et le 2 juin à la Cité des Sciences au Forum Changer d'air, nous allons le faire en groupe, donc venez avec vos amis. Ce qui est amusant, je prendrai après vos réactions, ne vous inquiétez pas, ce qui est amusant, c'est qu'il y aura toujours des amis, des gens qui nous connaissent un peu et qui vont dire attends, mais si t'es superficiel, rappelle-toi samedi matin là, tu te rappelles? Ou rappelle-toi au barbecue là, rappelle-toi les blagues que tu faisais, ou rappelle-toi comment t'as voulu absolument t'habiller de façon voilà, comme si, et voilà. Donc les amis vont nous rappeler nos propres failles, nos propres erreurs, nos propres manquements à une éthique idéalisée qui n'est pas l'éthique concrète que nous suivons dans nos vies respectives. Et donc c'est pour ça que c'est très amusant de le faire en famille, entre amis et entre collègues. Ça permet de dégonfler un peu l'ego et de se dire oui, j'ai des valeurs d'onde de charme, mais j'ai aussi 2-3 valeurs d'onde de choc, voire plus. Et même un score, il y a un score en pourcentage hein, de choc et de charme. Hein. Donc quelqu'un qui a 80% d'onde de charme et 20% d'onde de choc, ben voilà, ça montre en quoi je peux être aussi dans la violence et dans la révolte et dans la détresse. Ça fait partie de la vie et de la richesse personnelle. Le but n'est pas d'être dans l'onde de charme. Le but, c'est de se révéler soi-même dans sa complexité. Et c'est ça que Deep Pro essaie de montrer, qu'on est tous complexes. Et il essaie de montrer, sur une base objective, notre propre complexité intime, de façon non pas à ce qu'on rejette notre complexité, de façon à ne surtout pas se simplifier, mais de faire de cette complicité une force. Parce que la complexité humaine, c'est la profondeur humaine. C'est la biodiversité de toutes les solutions qui sont là et que je peux utiliser. Tiens, la superficialité, je peux en faire une qualité dans ma vie plutôt que de devoir combattre contre elle parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas être superficiel. Qui a décidé qu'il ne fallait pas être superficiel? Non. Non, je peux assumer ma superficialité. J'aurai d'autres valeurs qui seront peut-être plus profondes, mais la superficialité peut être une valeur. Soit dit en passant,
Henri Lefebvre, un de mes maîtres en philosophie, Henri Lefebvre préconisait aux jeunes de mai 68 la superficialité dans leur combat contre la société bourgeoise et technocratisée. Il disait « Soyez superficiels, critiquez le monde non pas dans ses profondeurs, Freud et Nietzsche s'y sont perdus, critiquer le monde à la surface et même sur les murs, des slogans très frappants qui critiquent le quotidien, les mœurs quotidiennes, la vie quotidienne, les façons d'être, les comportements observables et non pas l'inconscient profond des causes qui font qu'on agit de telle et telle façon. » Donc vous comprenez bien que la superficialité peut aussi être une forme, je dirais, positive de changement et d'interrogation. Claire, d'accord là-dessus, mais on ne peut pas forcer les personnes à changer. Leur vision leur va. Il faut que ça soit une démarche personnelle. Mais encore une fois, Claire, le but de Deep Pro n'est pas du tout d'inciter les gens à changer. C'est pas parce qu'on a l'onde de choc qu'il faut éradiquer l'onde de choc. Et d'ailleurs, on ne peut pas. Je pense vraiment, il y a une sorte de constat qui est fait avec Deep Pro, un parti pris existentiel. On ne change pas des gens de 35 ans, 40 ans, juste parce qu'ils ont des valeurs d'onde de choc. Ils ne pourront pas les effacer juste par la décision. Changer de valeur, c'est un sport trop compliqué pour qu'on puisse franchement s'y atteler par le biais d'organisation et de discussion. Le but n'est pas de transformer les valeurs, le but est de les révéler. Et surtout de révéler la mauvaise foi qu'on a à vouloir les rejeter alors qu'on sait pertinemment que nous les avons en nous-mêmes. Alors, les valeurs sont personnelles. Alors, il y a souvent un grand delta entre les valeurs, oui, de l'entreprise et ce qui s'y passe. Alors là, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est assez scandaleux. Nous avons des entreprises qui se parent de grandes valeurs humanistes et qui, en leur sein, traitent leurs collaborateurs comme des chiens, voilà. Comme des sous-hommes. Prenez Rothschild, par exemple. Vous savez, l'institut d'où vient notre ministre... Monsieur Macron. Rothschild est réputé pour avoir un management vieillot, humiliant, extrêmement violent, où celui qui arrive est une sous-merde, voilà, où il fait vraiment, où on peut lancer des papiers au visage de quelqu'un en disant c'est de la merde ce que tu as fait, en interne. En externe, la communication, il y aura que des valeurs d'onde de charme, et que des valeurs qui mettront les mots co-créatif, bienveillance, disruption, voilà, tous les mots à la mode, ils y seront, parce qu'ils ont les moyens, Rothschild, de payer des communicants pour mettre des belles valeurs au fronton de leur édifice. En interne, c'est un management absolument violent, où les burn-out peuvent se multiplier, et où franchement, c'est pas une grande école d'humanisme, mais quelqu'un qui vient de cet univers-là, pour moi, est quelqu'un qui a joué les jeux de cet univers-là, et j'y accorde pas beaucoup d'importance et de pouvoir et de puissance humaine. Le but de Deep Pro, c'est un peu ce qu'on a mis en signature de Matt Callahan, de la complexité à la complicité. Il faut comprendre la complexité humaine en l'autre, en soi-même, jouer avec elle et devenir complice de notre complicité, devenir les meilleurs amis de notre propre complicité. Lorsque je dis dans nos balbutiements, on est dans le bordel et la vie est un bordel, mais ce bordel, il faut que ça soit notre meilleur ami, pour qu'on puisse circuler dedans, dans cette complexité sans chercher à la résoudre. Parce que résoudre sa complexité, c'est mettre un masque simplificateur mais mensonger. Et c'est se mentir à soi-même que d'essayer de paraître simple, j'ai juste une valeur ou deux et puis je suis lisible comme un livre, alors que en fait je refoule ma propre complexité et je le sais pertinemment. On ne peut pas bien vivre, être dans une humeur de champagne, être dans la générosité, dans le partage, dans le sentiment que la vie on la sent passer chaque jour, si on se ment à soi-même et si on veut paraître plus simple que l'on est. Nous sommes complexes et notre richesse humaine, c'est exactement notre complexité. Jamais vous allez dire de quelqu'un, il est extrêmement simple et il a une richesse humaine extraordinaire. La richesse humaine, c'est dans la complexité qu'elle se trouve, voire les valeurs paradoxales qui jouent les unes contre les autres dans une même personnalité. Alors, Catherine, n'est-ce pas enfermant par les autres une fois le postulat posé ? Alors, il ne s'agit pas de s'enfermer. D'abord, l'idée qu'on évolue tous les jours, elle fait partie de Deep Pro, puisqu'on peut tester Deep Pro. Et moi, j'encourage tout le monde à tester Deep Pro tous les mois. Voilà, tout simplement, c'est un test que vous pouvez avoir sur votre smartphone. Et tous les mois, en début de mois ou en fin de mois, à vous de voir, vous faites votre petite Deep Pro qui vous dira des choses un peu différentes sur vous-même, qui pourront peut-être montrer une certaine forme d'évolution.
et parfois une évolution où vous êtes plus dans la tension et la fatigue, et là le choc va peut-être ressortir. Parfois une évolution où vous êtes beaucoup plus dans l'euphorie, l'allégresse et la connaissance et la réjouissance, et là le charme va sortir. Oui, à importer dans les services de l'État. Alors cette application, elle a vocation aussi à aider pour l'orientation, notamment dans l'éducation nationale. Je suis en discussion avec Najat Vallaud-Belkacem et vraiment je vais lui proposer cette application pour aider à l'orientation, parce que le système est vraiment nouveau, hein, c'est une axiologie totalement nouvelle. On n'est pas dans un système anglo-saxon, toujours limité, visant le pragmatisme et le pragmatisme. La complexité humaine, elle a besoin d'une philosophie ancrée, je pense, dans la vieille Europe. Vraiment, je le dis sans chauvinisme, mais la vieille Europe a dit des choses extrêmes sur la complexité humaine que souvent l'Amérique, avec cette obsession du pragmatisme et de l'utilitarisme, a tendance à rabrouer. Je vous rappelle que la simplicité, c'était le grand combat de Steve Jobs. Il faut combattre la complexité et aller vers la simplicité. Je ne pense pas que ce combat réussisse au niveau de l'épanouissement humain. Certainement pour des interfaces informatiques, ça marche très bien, pas pour les interfaces humaines. Tu entends finalité par valeur, mais le contrôle est une modalité. Alors Jacques, là on est dans la profondeur philosophique, dans cette distinction. Non, les valeurs, c'est pas simplement la finalité, le télos, si tu veux qu'on parle en grec, et c'est important. Le télos, le but, la fin, ce pourquoi je me bats, tu as raison, il y a du télos dans les valeurs. Les valeurs me donnent des directions. Mais surtout, ce qu'il y a dans les valeurs, c'est ce que j'oppose à télos dans ma vision du monde, c'est le mélos. Le mélos, la mélodie, la musicalité, l'improvisation, la sensualité de la mélodie et de la musique. Il y a de la musique dans les valeurs. Les valeurs, c'est pas simplement le but. Les valeurs, c'est aussi la musique qui émane d'une personnalité. Le style d'être, diraient les phénoménologues. Le style d'être, dirait Merleau-Ponty. Le style d'être, c'est plus que l'apparence. C'est plus que ce qui émane de soi. C'est notre rapport au monde et comment les autres nous perçoivent. Comment les autres nous envisagent. Quel lien je tisse avec le tout. Et donc, on a affaire dans Dipro à cette conception des valeurs, cette axiologie-là. Le résultat sera excessivement simple, je vous le dis tout de suite, ne vous attendez pas à des dizaines de pages d'explications de vous-même, tout tiendra en une capture d'écran sur smartphone. Tout le test, le résultat tiendra en une capture d'écran. Mais quelle capture d'écran? Quelle capture d'écran que vous pourrez bien sûr partager. Et dans cette capture d'écran, il y aura plein d'informations qui vous feront méditer. Vous aurez vos 9 valeurs centrales, vos top 9, votre top 9, 3 valeurs pour vous-même, les valeurs que vous appliquez dans votre sphère psychologique, 3 valeurs que vous appliquez avec vos amis ou vos collègues, les gens que vous fréquentez et que vous appréciez, et 3 valeurs que vous appliquez dans la sphère sociale, notamment au travail. Voilà, 3 valeurs dans votre tête, 3 valeurs relationnelles, amicales et 3 valeurs au travail. Et vous aurez votre top 3 à chaque fois des valeurs. Sur les 48 métavaleurs, vous aurez donc 9 métavaleurs qui sont les vôtres. Choc et charme seront en 2 couleurs différentes. Vous aurez un score choc et charme général, voilà, un pourcentage. Ça permettra de voir votre dose de fatigue, de violence, d'harassement, de détresse, de combat, de révolte, et votre dose d'allégresse et de créativité. Voilà. Désolé, je vous laisse, d'accord. Et les pervers narcissiques vont-ils le faire? Ah oui, ça serait intéressant de le faire faire aux pervers narcissiques. Il y a des études scientifiques à faire sur ce test qui seront forcément après coup et empiriques. Est-ce qu'il y a des invariants qui vont sortir lorsqu'un même type de profil fait le test? On a commencé des études dans ce sens-là. Les pervers narcissiques, il y aura sûrement la valeur 11, la métavaleur 11. La métavaleur 11, je vais vous dire son nuage de tag, puisque Dipro fonctionne par nuage de tag. Emprise, manipulation, persuasion, fascination, célébrité, envoûtement. Voilà, emprise, manipulation, on y est. Il y aura peut-être la métavaleur 10 aussi. Je vous dis un peu le nuage de tag de la métavaleur 10. Pouvoir, domination, tyrannie, pression, arbitraire et dissuasion. Pouvoir, domination, tyrannie, pression, arbitraire. On est bien dans le pervers narcissique. Il y aura aussi de la métavaleur numéro 6. Et je vous l'ai dit, simulation, mystification, représentation, bluff, duplicité et feinte. Voilà, c'est du lourd. Alors si vous avez la métavaleur donc simulation, la métavaleur domination et la métavaleur emprise, voilà, vous pourrez vous interroger fortement sur vous-même et voir la réaction de vos très proches qui peut-être subissent toute cette onde de choc que vous déversez
peut-être avec la plus grande des mauvaises foi. Oui, s'accepter, accepter les autres, tout à fait. Pour savoir ses valeurs, demandez-vous qu'est-ce que j'aimerais transmettre à mon enfant si j'en ai un, par exemple. Excellente chose, Béatrice. Le problème, c'est que parfois nous avons des valeurs qui nous permettent pour transmettre d'autres valeurs à nos enfants. Ce n'est pas parce que j'ai la valeur générosité que je dis que mon enfant doit être généreux. Parfois, parce que je suis dans la transmission, je vais transmettre des choses beaucoup plus stressantes à mon enfant tout en étant généreux moi-même. C'est tout le paradoxe. C'est qu'on peut très bien vouloir pour son enfant ce qu'on n'a pas nous-mêmes. Voilà, peut-être pour combler des failles qu'on imaginerait concernant notre personne. Et puis en plus, avec les enfants, il y a aussi autre chose, c'est qu'on n'est pas tout seul à transmettre des valeurs à un enfant. Il y a toute une famille en général qui s'y colle. Des grands-parents que l'on a subis peut-être, et puis un conjoint. Et donc la complexité, elle est là. Même dans les familles monoparentales, on ne prend pas tout du parent, on prend du professeur, on prend des amis, des camarades de classe, on prend de la télévision, de tout ce qu'on mange sur Internet. Les valeurs, le marché des valeurs augmente aujourd'hui. Il est d'une confusion extrême, il est en complexité croissante et on n'a aucun repère là-dessus. Voilà pourquoi j'ai créé cette nouvelle axiologie. C'est un système de valeurs, c'est 48 métavaleurs dont je vous parle, qui s'organise en 12 logiques. Il y a 12 logiques et donc dans le résultat du test, vous aurez vos 9 valeurs par tranche de 3, comme je l'ai dit. Vous aurez votre pourcentage choc-charme, mais vous aurez aussi votre logique. Quelle est votre logique? Alors une logique, c'est vraiment ce qui émane de vous. Ce sont des valeurs qui sont coordonnées entre elles et qui permettent de voir que dans vos comportements, vous avez une idée en tête qui ne vous lâche plus, une façon d'être, une façon de vous comporter. Et là, nous avons 12 logiques, donc 6 logiques d'onde de choc, 6 logiques d'onde de charme. Et c'est assez passionnant. Vous avez par exemple la logique de transmission. Quelqu'un qui est dans la logique de transmission, c'est quelqu'un qui va avoir un immense plaisir à faire œuvre de pédagogie et à vouloir transmettre de façon pédagogique, méthodique, mais avec bienveillance, avec écoute, initier les autres, éduquer les autres, donner des conseils, être indulgent, accompagner. Voilà, tout ça, c'est la logique de transmission qui est composée de 4 valeurs. Chaque valeur est inclus dans une logique. Il y a 12 logiques. 4 valeurs forment une logique. Dans la logique, par exemple, de transmission, qui est la logique L-1, mais je vous passe un peu le code interne, ça vous n'allez pas le voir. Vous avez la valeur accompagnement, extrêmement puissante. Vous avez aussi une autre valeur qui renforce cette valeur d'accompagnement, c'est le talent. Le talent. Si vous accompagnez quelqu'un qui a du talent, vous accompagnez 2 fois plus. Et si vous avez du talent et que vous êtes accompagné, alors vous allez avoir 2 fois plus de talent. Ces 2 valeurs, accompagnement et talent, sont des valeurs qui s'intensifient l'une l'autre. Et puis le talent est aussi intensifié par la confiance. Donc la confiance, plus je fais confiance à quelqu'un qui a du talent, plus il peut exprimer son talent en étant dans une quiétude et dans une véritable émergence de tout son potentiel. Et puis enfin, l'autre valeur de la logique de transmission, c'est évidemment l'émerveillement. Si j'accompagne qui a du talent, que je fais confiance et en plus que je m'émerveille et que mon élève, par exemple, s'émerveille de ce que je lui raconte, alors là, on a le jackpot et là, on a la logique de transmission. Et donc, à la fin de Dipro, vous aurez, voici votre logique reine. Il y a plusieurs logiques, on est complexe, mais il y a une logique reine qui émerge. Votre logique reine, ça peut être la logique de transmission. Et là, il y aura un petit topo de 2-3 lignes. Ne vous attendez pas encore une fois à des pages et des pages. Tout ça, ça tient dans une capture d'écran. Je le rappelle, c'était cette concision qu'on voulait donner. C'est complexe, mais on le donne d'une façon très concise. Vous aurez votre logique et peut-être un conseil, surtout quand la logique est d'onde de choc, un petit conseil en disant essayez d'augmenter le score de telle et telle métavaleur qui est bien basse et qui aurait pu faire changer la donne. Catherine, dans l'exemple de l'entreprise, cela nécessite que chacun sache reconnaître la valeur qui est en action pour l'accepter. Tout le monde peut-il le faire et le veut-il? Alors oui, l'entreprise est en crise. J'interviens beaucoup, vous le savez, en entreprise. À chaque fois, c'est complexe, la philosophie en entreprise. Je crois être un des premiers philosophes. J'ai des prédécesseurs. J'ai évidemment Bouvresse qui vantait, Jacques Bouvresse, Wittgensteinien, qui vantait la philosophie en entreprise.
Après, il y a eu Auguste Comte, excusez-moi, Comte-Sponville, n'importe quoi. Et puis Ferry, mais dans ces eaux-là, moi j'ai commencé à intervenir très tôt en entreprise. Dès mon premier livre, dès mon deuxième livre même, autour de 2002-2003, j'entrais déjà dans l'entreprise. Alors, ce qui est passionnant, c'est que pour un philosophe, on met la main à la pâte, concrètement. Maintenant, le risque de l'entreprise, c'est de ne pas être connecté aux salariés, d'être connecté qu'avec des patrons ou avec le staff dirigeant. Donc, vraiment, je garde toujours à l'idée que les plus belles interventions d'entreprise, c'est quand on côtoie, bien sûr, ceux qui sont en bas de la pyramide et qui peuvent, là, exprimer véritablement leur désarroi, leur perplexité, ou au contraire, leur bonheur de travailler aussi. Ça existe réellement. Donc ça m'a permis de comprendre que le trouble premier de l'entreprise, notamment en France, vient des valeurs. Ce qui pose problème dans l'entreprise, c'est qu'on ne connaît pas les valeurs des uns et des autres parce qu'elles ne sont pas explicitées. Et même quand on connaît, même quand on dit à Jean-Luc, tu as franchement la valeur caprice, c'est une valeur, le caprice, faire des caprices, être dans la susceptibilité, être dans la maladresse, dans l'immaturité, les enfantillages, la vulnérabilité. On connaît des collègues comme ça, vous en connaissez peut-être vous, dans l'enfantillage permanent, le ouin-ouin, l'impatience. Tout ça, c'est la métavaleur moins 25. Métavaleur moins 25, c'est le caprice. Jean-Luc, il va jamais avouer qu'il fait des caprices. Mais grâce au test et grâce au dialogue qu'il peut engendrer, et grâce aussi aux collègues qui disent oui, le test est objectif, c'est pas nous qui le disons, c'est le test d'IPRO qui te dit que tu es dans le caprice, et d'ailleurs on voulait t'en parler. Et du coup ça permet de dégoiser les problématiques personnelles et de mettre des mots, le caprice, sur des comportements qui n'étaient pas nommés. Et c'est un des rôles de la philosophie pour moi, c'est de pouvoir donner des concepts et des mots pour dire des réalités qui sinon ne peuvent pas être dissibles et donc sont tues et donc sont cachées. Et le problème de l'entreprise, c'est qu'on n'a pas ces explications-là parce qu'il n'y a pas le temps, mais surtout parce qu'il n'y a pas le système philosophique. Et là, franchement, j'ai cette prétention d'apporter un système axiologique qui permette de donner une grille de lecture nouvelle à des comportements qui peuvent être très pénibles, très contre-productifs et semer véritablement un véritable mal-être dans les équipes. Et donc là, tout d'un coup, on aura des mots pour le dire. Tout d'un coup, on pourra dire, effectivement, c'est le caprice. Et en fait, je comprends que tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et j'ai telle et telle anecdote qui sont connectées tout d'un coup à ce mot qui apparaît. Et heureusement qu'il est là, parce que grâce à ce concept qui permet de te colorer un peu, je peux expliquer le mal-être que j'ai eu, le malaise, le désarroi par rapport à certains comportements que tu as eus. Donc le but est d'assumer encore une fois les valeurs de tout le monde, non pas pour les transformer. Jean-Luc pourra rester dans son caprice. Jean-Luc il dit oui j'assume, je suis dans le caprice. Alors la question que tu posais Catherine, est-ce qu'ils vont tous assumer telle que est l'entreprise, c'est-à-dire un univers de faux cul et de manipulation à tout crin? Non, mais on a des entreprises qui veulent changer. On a des patrons qui sont éclairés, on a des salariés qui veulent décider et prendre un peu en main la marche des choses. On a beaucoup de trouvailles. Au forum Changer d'air le 2 juin, l'entreprise sera très présente, mais ça sera des entreprises innovantes qui réinventent un peu une façon de nouvelle gouvernance, qui se libèrent par rapport au vieux modèle. Alors, il y a une partie d'enfumage, parce que tout le jargon de l'innovation peut enfumer et garder en fait les mêmes pratiques, mais il y a aussi une vraie partie, les startups nous montrent pas mal de nouveautés, et donc je sais qu'il y en a qui sont très sincères dans cette démarche. Les valeurs et les principes ne sont pas la même chose, même une bande de pirates ont des valeurs. Mais tout à fait, Vanessa, même une bande de pirates ont des valeurs, mais tu sais que même une bande de pirates ont des principes, Vanessa. Et justement, ce qui est passionnant dans la piraterie, c'est qu'il y avait un code moral. Et ce code moral, par exemple, lorsqu'on a un butin qui vient d'un larcin, voire d'un abordage violent et sanglant, le butin, le chef pirate va prendre 1,5 part. Et les autres vont prendre une part. Vous voyez, en termes de salaire, ce que ça peut donner. Hein. Tu gagnes 2 000 €, moi je vais gagner 3 000 €. Voilà. C'est intéressant. Parce que je suis le chef. Le chef gagne 1,5 part. Ouais, c'est un code. Et évidemment, pourquoi il y a des codes et plus que des valeurs, des principes, Vanessa? Parce qu'on est à bord d'un bateau et qu'il faut coordonner les gestes, les mouvements et l'intention. Alors bien sûr, la mutinerie est possible, mais il y a des mutineries chez les pirates aussi, et c'est catastrophique une mutinerie. C'est un changement de gouvernance fait par la violence, fait par la rébellion. Donc il y a vraiment un code parce qu'il s'agit de la survie humaine. Être sur un bateau, la première question c'est comment on va survivre tous ensemble, évidemment en co-créant, en travaillant ensemble.
Et c'est la collaboration qui fait qu'on peut survivre en mer pendant des jours et des jours, dans la répartition des menus, dans la répartition des tâches, dans la répartition de l'intendance par rapport au cordage, etc., autour de garde, etc. Donc chacun est spécialiste, tout le monde doit collaborer, y compris chez les pirates. Y compris chez les pirates. Et du coup, il nous faut des principes, je dirais, d'action commune. Voilà. Donc, les valeurs permettent d'engendrer les principes. Alors, peut-être que les principes des pirates seront colorés un peu d'onde de choc, parce que les valeurs des pirates sont des valeurs de liberté anarchiste, sont des valeurs les valeurs des pirates sont des valeurs de société parallèle, de contre-société, d'utopie, beaucoup d'utopie dans le monde pirate. Et donc tu vois, Vanessa, que les valeurs, ce sont les briques de Lego qui permettent de construire les principes. Si je connais mes valeurs, je peux connaître les principes que je vais vouloir suivre ou au contraire qui vont me révulser. Et je vais être réfractaire à des principes parce qu'en fait ils sont faits de briques de Lego qui n'ont de valeurs qui ne me correspondent pas. D'où l'importance de savoir ce qui me correspond et de connaître mes valeurs. Donc dans l'orientation, bien sûr, ça peut être important, je parlais de l'orientation scolaire, mais aussi dans tout ce qui est réflexion sur soi et dialogue pour approfondir les relations humaines. Finalement, la philo et la psycho sont sœurs jumelles, dit Malika, ou du moins super copines. Oui, alors, la psycho fait partie de la philo. Voilà, c'est tout simple. La philosophie englobe complètement la psychologie. D'ailleurs, toutes les grandes écoles de psychologie sont des écoles philosophiques. Et des philosophes comme Aristote ou d'autres ont fait des traités qui s'appelaient De l'âme, De Anima. Et de l'âme traite de la psychologie, traite de l'âme. Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, etc., a parlé des passions humaines, Descartes aussi. Donc la philosophie a toujours été psychologisante, absolument. C'est d'une façon très récente, depuis une période très récente, qu'on a distingué psychologie d'un côté et philo de l'autre. Quand vous lisez Freud aujourd'hui, vous lisez un système philosophique qui a ses failles, qui a ses rustines, voilà. Donc Nietzsche se définissait comme psychologue et non pas comme philosophe. Donc évidemment que la psychologie fait partie de la philosophie. D'ailleurs, on me présente comme philosophe, mais tous mes travaux ne concernent presque que la psychologie humaine et une psychologie bien sûr avec une dimension parfois je dirais civilisationnelle, mais parler de l'ambition, mon livre sur l'ambition, c'est un livre qui est traité et étudié dans les écoles de psychologie, dans un cursus psychologique. Mon livre sur le bonheur, il est traité aussi dans un angle psychologique, y compris dans les écoles de management, contre le bonheurisme, magique étude du bonheur. Mélangeons-nous, on parle de philosophie, mais de psychologie à fond. Mes livres sur l'amour, notamment Je t'aime, une autre politique de l'amour, c'est de la psychologie aussi. La jeunesse, c'est de la psychologie aussi, l'homme expliqué aux femmes, c'est de la psychologie aussi, enfin bref, et les violences urbaines, mon livre La cerise sur le béton, sur les violences urbaines, on parle de psychologie, donc arrêtons ces distinctions. Sociologie et psychologie font partie de la philosophie et il est bon d'ailleurs que la philosophie s'en souvienne, mais aussi que la psychologie s'en souvienne, qu'elle ne se prenne pas comme une science exacte, une science dure, y compris lorsqu'elle analyse le cerveau. Il faut comprendre qu'il y a un exercice philosophique dans la pratique sociologique et dans la pratique psychologique. D'ailleurs, Bourdieu le savait en sociologie et d'autres, et même l'anthropologie, il y a une dimension philosophique même dans l'anthropologie. Philippe, il ne faudrait pas réduire le coaching à un outil de mise en conformité avec des valeurs de l'entreprise, il n'y a pas d'obligation de résultat. Quand même, dans le coaching que j'ai quand même analysé, il y a quand même une question fondamentale au début du coaching. Que veux-tu que les séances que je vais te donner, te vendre, que veux-tu obtenir avec elles? Donc la question du telos est extrêmement présente dans le coaching. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux, quel est ton but, et on va voir si on y arrive, on va te donner des objectifs. Donc je crois vraiment, alors peut-être que toi tu ne vois pas de mise en conformité, moi je vois dans les coachs des curés modernes, des curés qui ont un catéchisme fait de briques et de broc, en général il y a un peu de psychologie, un peu de tout, ils mélangent tout, et puis on essaye de donner quand même la bonne parole. J'ai vu des pratiques de coaching absolument abjectes au niveau des valeurs, abjectes, des coachs qui étaient censés faire passer la pilule de licenciement massif en montrant aux femmes qui étaient licenciées comment elles sont belles, en leur payant des séances de photos et de maquillage. Voilà, et c'était des coachs diplômés, etc. Alors moi j'ai des amis qui sont coachs, qui sont extrêmement de très bons coachs, qui sont d'ailleurs psychologues,
vraiment, et philosophe un peu. Donc je suis pas en train de critiquer une profession, et d'ailleurs je vois pas pourquoi je le critiquerais, puisque Dipro va être utilisé par bon nombre de coachs, mais il faut quand même que cette profession s'interroge sur son rôle de rustine sociale qui permet d'éviter que ça pète alors que ça devrait péter dans certains secteurs. Hein, parfois la révolte et la colère, parfois la non-adaptabilité est positive. Hein, et c'est bien de ne pas être adapté. Et la jeunesse notamment n'a pas besoin de coaching, ça j'en suis absolument persuadé. Elle a besoin de mentorat, de tutorat, mais pas de coaching. Les coachs en général ont tendance aujourd'hui non seulement à être des gourous, hein, il y a un phénomène de gouroutisation qui est extrêmement puissant, notamment dans les coachs qui flirtent avec le New Age et qui mettent du quantique à toutes les sauces. Gros truc de secte et de gouroutisation. Et puis les coachs aussi ont tendance à simplement être dépolitisants. Alors que l'entreprise est un univers politique avec des vrais rapports de force, des vraies hiérarchies et des vraies relations de pouvoir. Donc on a affaire à de la politique. Et le coach n'a pas tellement les épaules pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc je ne critique pas les coachs en général, je ne veux pas faire de généralité, mais le coaching comme nouvelle pratique consistant à donner des leçons et des recettes pour transformer les comportements, je n'y crois pas. Encore une fois, Dipro n'est pas là pour transformer l'être humain. Hein, je trouve ça très dangereux. Je vous renvoie au livre de Sloterdijk, Peter Sloterdijk, Tu dois changer ta vie, qui est un magnifique livre, très profond, qui explique comment aujourd'hui la mode est tu dois te changer, tu n'es pas parfait, tu dois développer encore tes capacités. Voilà. Ça c'est le jargon des coachs en général, et sachez que c'est le jargon aussi de Ron Hubbard, le créateur de la scientologie. Nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Oh, ce serait formidable si nous arrivions à nous transformer pour devenir des êtres supérieurs, etc. Tout ce jargon-là, moi je trouve qu'il est déplorable, et donc j'ai une critique absolument infaillible par rapport à tout ça. On ne doit pas se transformer nous-mêmes, c'est faux. On est très complexe déjà. Ce qu'il faut, c'est explorer notre complexité active déjà maintenant. Et le problème, c'est qu'on ne l'explore pas. Il ne s'agit pas de se transformer. Il s'agit d'explorer une richesse de complexité, y compris une complexité d'onde de choc, et de comprendre que l'onde de choc n'est pas un ennemi, contrairement à une sorte de coaching bouddhisant qui nous raconte que le caprice c'est pas bien, que la réserve c'est pas bien, que la dispersion c'est pas bien, que la vanité c'est pas bien, que la paresse c'est pas bien. Il y a plein de valeurs d'onde de choc qui sont extrêmement positives si on les reconnaît, si on les assume, si on les dit et si on sait comment les utiliser. Ah, ça fait du bien. C'est juste un exemple de ce qui arrive aussi, désir des dirigeants, instrumentalisation de coaching. Bien sûr, les coachs soumis aux dirigeants, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est comme les curés soumis au pouvoir. C'est pareil, exactement pareil. Des coachs indépendants qui disent aux dirigeants « je peux te déplaire », ils sont très rares. J'en connais, hein. On a des grands noms, Pascal Garcia à Bordeaux et d'autres, mais ça reste rare. Ça reste rare. La plupart des coachs sont quand même soumis à celui qui paye. Pas oublier que c'est quand même une activité grassement rémunérée, et c'est des séances et des panels de séances, avec cette idée qu'il faut se transformer et qu'il faut transformer. Moi, ce jargon de la transformation de soi me déplaît fortement. Moi, je préfère qu'on approfondisse la connaissance de soi, et pour moi, c'est la plus grande des transformations, entre guillemets, plutôt que de vouloir absolument sortir de ces déterminismes en disant « je suis un ange, j'ai des ailes, je flotte dans l'irréalité, je peux me transformer comme de la pâte à modeler ». Nous ne sommes pas en pâte à modeler. Voilà, c'est peut-être la chose qu'il faut retenir. Nous sommes très complexes, granuleux de partout, et il faut savoir à quoi on peut jouer en nous-mêmes, quelles sont les cartes qu'on peut avoir en main en plongeant dans sa complexité. Malika, en même temps, on est bien content d'avoir des grandes gueules dans les syndicats. Selon moi, si on est à la place ou sur notre bonne voie, nos caractéristiques ne sont pas des qualités ou des défauts, mais l'expression de ce que l'on est. Bah oui, c'est ça l'idée. C'est surtout pas de classer défauts et qualités. L'onde de choc ne sait pas les défauts et l'onde de charme ne sait pas les qualités. Hein, tout dépend de la tâche qu'on a à mener. Il est évident qu'un militaire qui doit aller au front, les qualités, les ondes de choc vont être plutôt des qualités pour lui. Hein. La surveillance, qu'est-ce que je peux vous dire comme méta-valeur d'onde de choc, le contrôle, le chirurgien qu'il ait la valeur contrôle, moi ça me va, hein, c'est pas mal. Ou la personne qui travaille avec moi et qui a besoin d'être dans l'obsession de la perfection, c'est plutôt une qualité, même si c'est un peu fatigant et que ça peut amener du stress. Voilà, donc
encore une fois, méditez bien cela. On peut être le premier des névrosés et être excellent au travail. J'insiste vraiment là-dessus. Sortons du jargon des coachs qui disent il faut être bien en soi-même et vous serez les plus performants du monde. C'est totalement faux. C'est totalement faux. D'ailleurs, Steve Jobs était un des plus grands névrosés de l'histoire et il a été excessivement performant. Donc voilà. Cette idée que c'est en étant dans le bien, dans le camp du bien qu'on va être performant est une idée totalement fausse. Et d'ailleurs, vous voyez bien, tous ceux qui préconisent cette idée-là, lorsqu'ils sont véritablement performants, en général, ce sont des êtres peu recommandable humainement, d'accord? Donc voilà, arrêtons de vouloir être dans le camp du bien, de la générosité, de l'altruisme, de voilà, ce truc de deviens un bisounours et tu seras excellent, c'est totalement faux. Mon livre sur l'ambition, en comparant 800 portraits d'ambitieux et en cherchant des invariants, montre assez que l'ambition est une forme de folie où on consacre toute son énergie pour un but et tous les moyens sont bons parfois, hélas. Donc voilà. Ne moralisons pas nos valeurs, ne les moralisons pas trop. Merci à vous Vincent, car à travers vos propos, je viens de trouver la réponse que je cherchais depuis plusieurs années. Waouh, arrête, tu vas me faire rougir. Sur un burn-out en entreprise que j'ai eu. J'en suis guéri et c'est pas le souci, mais j'avais pas forcément la réponse. Et là, oui, quelle libération. En fait, c'est Claire qui parle. En fait, on a tenté de me pousser sur d'autres valeurs qui n'étaient pas les miennes, classiques. J'imagine l'application que je vais faire avec grand plaisir. Merci encore infiniment. Ben voilà à quoi sert Dipro et merci de ton témoignage Claire parce que tu montres un peu le sens du combat que je vais mener, la révolution du faire avec ce que les gens sont vraiment, faire avec les vraies valeurs de nos collaborateurs et pas les valeurs obligées, cachées, honteuses, transformées, etc. Alors, archiverai dans plein de boîtes. Voilà. Coucou à App, vous dites bonjour. Un nouveau mode de CV, dit Alma. Oui, oui, mais il faudrait pas que. Enfin, ça pourra bien sûr être utilisé pour le recrutement. C'est évident que des recruteurs vont utiliser Dipro. Il y en a même déjà qui commencent à me contacter par Matt Caline en disant on veut votre test, on met en place des choses pour recruter, on veut absolument votre test. Donc, moi, j'aurais une vraie déontologie. Dipro n'est pas là pour virer des gens, pour licencier des gens, en disant « Ah, t'as trop d'onde de charme, ou t'as la valeur qu'il fallait pas, on te vire. » Ça serait vraiment l'usage le plus perverti de Dipro. Et je vais essayer de communiquer sur l'usage, à mon avis, qui me semble le plus progressiste. Maintenant, je peux pas être un policier ou un flic derrière tout le monde en disant « Ah non, tu utilises Matt Dipro. » C'est un outil et chacun va avoir tous les usages qu'il va vouloir avoir de cet outil, encore une fois, qui est offert. Mais l'idée, c'est pas de recruter avec Dipro et de licencier avec Dipro, ce serait vraiment horrible. L'idée, c'est le faire avec, encore une fois. Et donc c'est, par exemple, dans des versions ultérieures de Dipro, vous aurez quoi? Version 2, vous allez avoir un test approfondi qui sera proposé. Alors là, c'est plusieurs pages de lecture du test. Et puis après, vous aurez des versions où, en fonction d'une tâche, vous pourrez gérer vos équipes en fonction des valeurs qui ont été discutées et validées par les personnes. Hein. C'est pas des valeurs qu'on fait et puis qu'on cache aux autres. Hein. L'idée, c'est justement d'en parler et de débloquer un capital de temps. Ça aussi, c'est dur en entreprise pour pouvoir s'accorder ce temps essentiel dans la collaboration de parler des valeurs, de discuter ces valeurs pour les assumer. La valeur générosité, Jacques, c'est la métavaleur 22. Je te la donne. Et on ne dit pas d'ailleurs simplement générosité, ce serait la réduire. On dit générosité, métavaleur 22 c'est accomplissement, bonheur, magnanimité, avoir une grande âme, prospérité et partage. Hein. Séparer en onde de charme choc suppose une séparation positive-négative, on n'en sort pas du manichéisme. Non. Alors, Gracia, merci pour la question, mais c'est totalement faux. Je crois que j'ai quand même bien expliqué qu'en fonction des situations, le choc peut se révéler une qualité, le charme peut se révéler un défaut. Parfois, par exemple, vous avez besoin vous êtes face à un pervers narcissique, vous devez sortir d'une relation absolument toxique avec quelqu'un. Vous croyez vraiment que c'est dans l'onde de charme que vous allez pouvoir réussir ? Je ne crois pas, personnellement. Je crois que c'est dans l'onde de choc que vous allez pouvoir rompre, par exemple. Donc, choc et charme, c'est simplement des énergies totalement opposées pour traiter des événements et pour expliquer des couleurs affectives et comportementales liées aux métavaleurs. En aucun cas, c'est du positif et négatif, et en aucun cas, ce n'est binaire. On n'est pas dans du manichéisme. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, vous aurez un score en pourcentage.
Et donc, vous n'allez pas avoir... Si, il y en a qui ont eu 100% de charme. Hein. Bon, ils sont rares, ceux-là. Ce sont des Ubuntu, des sages. Mais nous ne sommes pas sages la plupart du temps. Et donc, vous verrez que vous aurez un score où le charme et le choc vont cohabiter dans votre profil. Les 9 valeurs qui seront un peu dans cette fameuse page résumant tout le test, les 9 valeurs vont être de choc, de charme, à différents endroits. Dans ma psychologie intime, j'aurai du choc là, du charme là. Donc on est dans la complexité encore une fois. Simplement, le choc et le charme, c'est des façons de voir très rapidement, pour pas se prendre la tête. Si on n'avait pas coloré les valeurs en choc et en charme, je vous aurais dit par exemple la notion de carriérisme. Et c'est dur à classer carriérisme. En fait, c'est choc carriérisme. Parce que dans le carriérisme, on est prêt un peu à tout, y compris à une certaine forme de déloyauté parfois. Voilà. Par contre, l'accomplissement, c'est du charme. Parce que l'accomplissement, on fait attention aux moyens qu'on utilise pour parvenir à nos fins. Alors que dans le carriérisme, c'est pas le cas. On est obsédé par l'avancement. Vous voyez, donc, ça permet de colorer un tout petit peu, de voir l'énergie, comment elle circule. C'est plus ça que positif et négatif. Ça suppose que tout le monde accepte de jouer le jeu honnêtement, sinon ça peut engendrer des manipulations et règlements de compte. Alors, Gracia, là aussi, répondant à ta question, ce test a une grande vertu, c'est qu'on ne peut pas le contourner. On ne peut pas déceler, on ne peut pas le truquer. La seule chose qu'on peut faire, c'est répondre au hasard aux questions, et vous aurez un profil aléatoire, si vous répondez au hasard. Mais si vous voulez répondre dans l'idée d'avoir, par exemple, plus de charme que de choc, ou telle et telle valeur, vous n'y arriverez pas. Hein, et même moi, d'ailleurs, je suis surpris par le résultat, et pourtant, je connais l'algorithme interne, mais il est tellement complexe que je ne peux pas moi-même le traiter, même en connaissant ce qu'il y a derrière dans l'application. Donc c'est un test qui ne peut pas être truqué. Il peut juste être annulé par celui qui le fait, c'est-à-dire je ne veux pas répondre ou je réponds au hasard, mais quand vous ne pouvez pas induire la réponse par rapport au test que vous effectuez. Ça, c'est très très important, parce que vraiment le résultat est objectif et il est vraiment, je dirais, spectaculaire en ce sens-là. C'est plus humain, mais la chose, le matériel qui dit ah, d'accord, on est toujours... Ah oui, j'ai du retard dans vos réponses. Sont donc plausibles. Est-ce que toutes les valeurs sont donc plausibles? Plausible, tu dis, Vanessa? Donc oui, plausible. Bah, tout ce que je vous dis là comme valeur depuis tout à l'heure, c'est des valeurs qui sont des valeurs, des métavaleurs humaines qui parlent à tout le monde et surtout qui sont transculturelles et transgenres. C'est des valeurs qui vont bien pour les femmes, bien pour les hommes, bien pour les jeunes, bien pour les vieux, bien pour toutes les cultures du monde. Vous voyez, la métavaleur imagination, ça marche dans toutes les cultures, c'est-à-dire créativité, la beauté, l'élégance, le rêve, l'originalité, tout ça. Quid, valeur et éthique? C'est une véritable question. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble, tout petit quart d'heure. Béatrice, l'éthique, oui, et les valeurs, ça font très bon ménage. L'éthique, c'est simplement quand vous connaissez vos valeurs, encore faut-il connaître ces valeurs et peut-être faire des pros, quand vous connaissez vos valeurs, vous essayez d'agir sur elles. Vous essayez de pouvoir sélectionner des valeurs en fonction d'une situation. Donc l'éthique, c'est avoir conscience de ces valeurs et les utiliser à bon escient en fonction de la situation. L'éthique, c'est une sorte d'empowerment au niveau de vos propres valeurs. Ça ne veut pas dire que vous pouvez décider d'avoir telle et telle valeur. Encore une fois, on ne peut pas décider les valeurs, il faut des années pour les avoir et faire qu'elles nous meuvent. Mais dans toutes nos valeurs que nous avons, nous pouvons dire « je vais mettre cette valeur en avant ». En fonction de cette situation, c'est dans mon stock de valeurs que j'ai, que je connais, que je pratique, je vais essayer de tout miser sur cette valeur-là au détriment de cette valeur-là qui fait aussi partie de moi, mais que je refuse en fonction d'une perspective éthique. Et donc voilà ma définition de l'éthique, qui est une définition originale, nouvelle. L'éthique, c'est la capacité de choisir ses valeurs dans son stock de valeurs, dans son profil d'ailleurs qu'on appelle profil éthique. Dans Dipro, vous aurez votre profil éthique. Voilà. C'est-à-dire, c'est le profil qui montre ce que vous êtes au niveau des valeurs, mais il est éthique parce qu'une fois que vous connaissez vos 9 valeurs, psychologiques, amicales et au travail, eh bien vous pouvez décider de vous focaliser sur telle et telle valeur en fonction de la situation. Finalement, l'éthique, c'est remettre de la liberté dans ce qui n'est pas libre, c'est-à-dire votre stock de valeurs. Votre stock de valeurs, vous l'avez. Il est le fruit d'une éducation et d'années de dur labeur, d'années de conflits résolus, de tensions, de rencontres, d'événements, de traumatismes. C'est tout votre patine humaine, vos 9 valeurs. Mais dans vos 9 valeurs, quand vous les connaissez, vous pouvez décider librement d'agir dans le sens d'une des 9 valeurs, par exemple. Et là, c'est l'éthique.
Donc vous comprenez bien la définition que je donne de l'éthique. L'éthique, c'est véritablement choisir librement de s'investir pour une de nos valeurs déjà existantes. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et onde de choc, on peut très bien miser sur l'onde de choc, et ça peut être, il y a des éthiques qui sont des éthiques sanglantes. Dans la Rome antique, par exemple, lorsque vous étiez soldat et vous faisiez partie de l'armée romaine, il était très très bien vu et très éthique de mourir au combat. C'était la plus belle chose. Et donc on a des soldats qui se montraient téméraires, qui même désobéissaient aux ordres plutôt sages de repli ou de protection, et qui se suicidaient, mais dans la bravoure. Et c'est excessivement éthique et bien vu. Ils étaient décorés après leur mort, bien sûr, une sorte de kamikaze, et qui allaient au combat tout seul. Parfois ça marchait. Parfois un homme pouvait en tuer 15 au combat. Et là il était décoré, et c'était spectaculaire. Il vivait un exploit, mais au péril de sa vie. Et ça donnait une sorte d'euphorie à tout le groupe, parce que quand vous avez quelqu'un qui se sacrifie comme ça donne une énergie d'ensemble extraordinaire, et c'est une façon aussi d'entrer dans l'histoire. Et il était important pour les soldats d'entrer dans la gloire et dans l'histoire. Mais vous comprenez que l'éthique, il y a des éthiques qui sont sanglantes, d'où l'importance de bien connaître les valeurs d'onde de choc. C'est vraiment la nouveauté de Deep Pro, d'accorder autant d'importance aux valeurs d'onde de choc qu'aux valeurs d'onde de charme. Ouvrez les livres sur les valeurs que vous pouvez lire, ouvrez les pages internet sur les valeurs, et vous n'aurez que des jolis mots roses qui sentent bon la camomille, ou la rose. Vous sentez, ça sent la rose. Que des belles valeurs: créativité, liberté, solidarité, partage, générosité. Mais non, dans Deep Pro, vous avez aussi des valeurs qui correspondent à des éthiques possibles et des éthiques concrètement appliquées. On a des gens autour de nous qui sont vraiment dans le choc. Ils ont décidé d'être dans le choc et ils fatiguent leur entourage. Ça existe. Donc, on a accordé pour la première fois dans cette axiologie autant d'importance aux valeurs de choc que de charme. C'est vraiment la grande nouveauté d'Ipro. C'est qu'on va prendre conscience de tous les côtés un peu poivrés, dirait Gainsbourg. Je donne des sucettes au poivre aux enfants, au poivre, mais vraiment poivré, quoi. Le côté un peu piquant, pimenté, voire carrément destructeur aussi. Mais ça existe. Ça fait partie de nos vies communes. Nous avons des gens qui sont dans des logiques d'échec, de violence, de comparaison, de blocage, de vanité, de complaisance, de paresse, de victimisation. Toutes ces logiques que nous constatons autour de nous, il n'y a pas d'axiologie qui permette de comprendre pourquoi des gens les ont adoptées. Dipro permet ça. Dipro permet de comprendre qu'on peut adopter des valeurs de sécurisation, de paranoïa, de compétition, des valeurs d'écocentrisme, des valeurs de préoccupation. Vous savez, les gens qui sont tout le temps préoccupés. La métavaleur de la préoccupation, c'est la métavaleur -16. Le nuage de tag de -16, vous allez voir, je vais vous le décrire, et vous allez voir qu'il y a plein de gens que vous connaissez qui sont complètement dans cette valeur-là. Perfectionnisme, souci, préoccupation, exigence, obsession, scrupule. Il y en a plein qui sont comme ça, et ça donne de très bons travailleurs parfois, de très bons collaborateurs, sûrs, fiables, parce qu'ils sont tellement obsédés de perfection qu'ils vérifient 4 fois les choses, quand vous êtes plus artiste dans votre façon de gérer les choses. Aurore, j'ai un diplôme de psychologue, il nous reste 8 minutes ensemble. Un diplôme de psychologue, et la psycho me semble quand même moins vaste et ouverte que la philo. Après, à chacun de s'ouvrir davantage et de ne pas rester figé. La psychologie, tu penses qu'elle est moins vaste? Oui, tu as raison, puisque la philosophie englobe sociologie, psychologie, esthétique, philosophie de l'art, épistémologie, philosophie de la science. Donc tu as raison, c'est la discipline mère. La philosophie, pour moi, ce sont toutes les sciences humaines réunies, et même dans l'histoire, lisez du Fernand Braudel, vous avez une perspective philosophique énorme. Et donc la philosophie englobe, tu as raison, c'est très très vaste. La psychologie, excusez-moi du petit bug qu'il y a eu, la psychologie est une des branches de la philosophie, pour répondre à ta question. Merci pour cette mise en perspective, Philippe, bienvenue. Et Philippe, j'ai l'impression que ça va te plaire parce que je sais que tu es informaticien et que tu es dans les applis et que le système que je suis en train de décrire, tu t'as planché dessus. J'aurai beaucoup de plaisir à échanger avec toi sur Deep Pro. Et si tu es au forum Changer d'air, le 2 juin, si tu es des sciences, viens faire mon atelier sur Deep Pro où je présente Deep Pro et ça va être formidable. J'espère que vous l'aurez testé avant.
Alors voilà, Béatrice qui est coach nous dit « Je ne supporte pas d'être instrumentalisée par la classe dirigeante, j'imagine. Jamais de conseils dans son approche. J'y veille, vigilance à distance, mais beaucoup de coachs ne sont pas supervisés. » Oui, voilà, être supervisé, évidemment, permet justement de garder son objectivité, et c'est fondamental. J'adore la rhubarbe, Paul. Si t'aimes la rhubarbe, lis mon roman Marabouté. C'est un des premiers mots du roman. Je cite 3 fruits, dont rhubarbe. Mirabelle, abricot, rhubarbe. Par contre, c'est 630 pages et il est question d'un combat avec les valeurs extrêmes. Béatrice, beaucoup de coachs sont dans le respect de ce que tu prônes, mais tant mieux. Mais ces coachs-là, encore une fois, sont bienvenus. Il faut bien comprendre que ma critique, c'est pas la critique des coachs, c'est la critique d'un certain coaching qui est une rustine du système et qui évite en fait des indignations et des colères tout à fait légitimes dans un monde de l'entreprise qui fait du mal aux gens. Voilà. Et le coaching fait du bien, mais faire du bien quand les gens souffrent politiquement dans leur chair, d'aller travailler la peur au ventre, dans le stress, dans la comparaison, dans l'humiliation, c'est compliqué. C'est compliqué d'être ceux qui apportent du baume au cœur, alors qu'en fait le système va les écraser lentement contre le mur. Hein. Donc voilà ce que je critique. Je critique aussi une absence de corpus, je dirais, intellectuel du coaching. C'est un peu la cour des miracles au niveau des sciences humaines. N'importe quelle conférence TEDx peut faire l'affaire, tout est bon. Et donc on a des instruments et des outils de briques et de broc. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. Donc voilà, moi avec Deep Pro, je vais essayer, et je pense que les coachs ça va les intéresser évidemment, d'apporter un outil qui aura sa cohérence. C'est un outil qu'on a testé, et dans ce qu'on va développer avec Matt Calagne à l'avenir, on va continuer d'utiliser cette axiologie-là. Et donc ceux qui maîtriseront cette axiologie pourront aborder toutes les applications de philosophie appliquée, justement, avec ce système-là qui va s'étoffer. Alors, la performance est donc une déviance humaine. Mais c'est quoi des coachs dont tu parles? C'est horrible. Bon, bah écoutez, si vous n'avez rencontré que des coachs magnifiques, c'est formidable. Génial pour soi, de manière à poser nos valeurs, les assumer, mais pourquoi partager avec les patrons et les collègues, compliquer les interrelations professionnelles, des enjeux qui faussent le lien? Oui, eh ben, Gracia, tu vas d'abord le tester pour toi, le tester avec tes amis. C'est un test Deep Pro qui peut se faire en famille ou dans le cercle d'amis. Je pense qu'il y a des belles soirées à inventer où on se teste et on parle de soi. Voilà, l'idée c'est aussi d'en faire un test convivial qui permet d'aller plus loin dans le partage. Et puis aussi avec des gens qu'on connaît mal. C'est un test amusant parce que vous testez et l'autre va se justifier en fonction des valeurs. Donc c'est une façon très rapide d'accélérer l'approfondissement d'une relation. Et dans nos vies de plus en plus pressées et overbookées, ça peut être amusant. Génial pour soi, de manière à poser nos valeurs. Béatrice, juste pour clarifier sur les coachs, je suis d'accord avec toi, il y en a beaucoup de catastrophiques, comme tu l'as dit, mais beaucoup sont vraiment bien. Voilà, ton outil nous branche bien. Voilà, bon, bah, c'est super. On est d'accord. Deep Pro n'existera que sur application, pas de site internet. Alors, il y a un site internet, pour l'instant, on ne pourra pas faire le test. C'est juste une sorte de vitrine qui présente le truc. Il y a, si vous voulez plus d'informations sur la matière de Deep Pro, c'est la page Facebook. Il y a aussi un Twitter, Deep Profiling, @deep tout accroché profiling, et le Facebook Deep Profiling, pareil. Voilà. Pour l'instant, on en est là. On a dépensé beaucoup d'énergie sur le contenu et sur le résultat. On a accordé une importance extrême à la précision du résultat, même si ça tient en une page, en un écran de smartphone. Le contenu, le calcul derrière est vraiment épatant. Voilà, mais après, c'est le début. Hein. Un petit bébé est voué à grandir. Deep Pro est mon dernier bébé, mais il va grandir, s'épanouir, et on peut imaginer, d'ailleurs avec vous, en dialogue avec vous, je vais pouvoir imaginer plein de choses avec cette application tout à fait nouvelle. Ah, voilà. Merci Gracia sur la distinction valeur éthique, ça t'a inspiré, j'en suis ravi. Oui, c'est une nouvelle définition de l'éthique, Bader. C'est une nouvelle définition. Oui, tout à fait, tout à fait. Et enfin, on sait de quoi on parle, parce qu'avant, entre morale et éthique, on ne savait plus du tout de quoi on parle. Ah, mes amis, vous êtes trop brillants dans les commentaires. Enfin autorisé d'être humain avec des valeurs de choc, quitte à réajuster avec les éthiques, etc.
Top pour les valeurs de choc, ça va vraiment être passionnant. Bah écoutez, merci. Faut-il parler de physique des passions et métaphysique des valeurs? Moi, Jacques, tu es très inspiré. Physique des passions, c'est beau. Hein, c'est ce que voulait faire Charles Fourier déjà au début du 19e siècle. J'ai hâte d'en discuter avec toi. Merci Philippe. Bon voilà, j'espère que ça vous a donné envie, mes amis, mes indisciplinés, à vous tenir au courant de Dipro, à le diffuser. Là, par contre, je fais un petit appel. J'ai vraiment, vraiment besoin de votre collaboration enthousiaste. Quand vous avez fait Dipro, vous pouvez en parler. Hein. L'idée, c'est que ça se diffuse. Donc, je compte sur vous, mes indisciplinés, pour en parler autour de vous, de façon à ce qu'on puisse faire évoluer les choses avec de l'éthique, justement, du libre choix sur ce que l'on est. Voilà, diffusez-le. Encore une fois, là, si vous voulez commencer à diffuser, vous avez des éléments sur la page Facebook. Et invitez vos amis au forum Changer d'air, ceux qui sont à Paris, ou parlez-en à vos amis parisiens. C'est le 2 juin, c'est sur l'empowerment, et on aura un bel atelier sur les valeurs, je crois, en début d'après-midi. Vous avez le programme sur la page du forum. À bientôt, gardez le moral. Et un grand plaisir de vous avoir parlé de mon dernier bébé. À bientôt, portez-vous bien. Au revoir mes indisciplinés. À bientôt.